Info, talk, van, avant l'info, avec Arnaud sur Radio Shalom. Bonjour à tous, bienvenue dans Avant l'info avec Arnaud, comme tous les jours avec monsieur Yohann Assayag. Bonjour Yohann. Bonjour. Notre invité d'aujourd'hui, vous le connaissez sûrement, il a été journaliste au Parisien, à Canal+. Il s'appelle Karim Nedjari et il vient de sortir un livre qui s'appelle La Nuit des Maudits, l'histoire secrète de l'équipe de France en 1998. Ça vient de sortir chez Fayard. En parcourant ce livre où on parle donc de 6 personnes qui étaient dans le groupe de départ, on va les citer: Martin Djetou, Nicolas Nelka, Ibrahim Ba, Pierre Lègle, Sabri Lamouchi et Lionel Letizy. On a l'impression que, en racontant leur histoire, vous racontez également la vôtre. Moi, je suis journaliste pour la première fois. Je me suis mis dans le cadre parce qu'il y a une histoire dans l'histoire. J'étais jeune journaliste à l'époque au Parisien. J'étais chargé de suivre l'équipe de France et il y avait une pression monumentale de mon rédacteur en chef pour qu'on ait le scoop. Parce qu'il était persuadé que celui qui aurait la liste des 22, c'est celui qui prendrait la main sur cette Coupe du Monde. Et il y avait une rivalité très forte entre l'équipe et nous. On avait 2 positionnements. Souvent, on me racontait dans les interviews, est-ce que le Parisien avait choisi une ligne positive et l'équipe une ligne négative? Je peux vous dire que non. C'était juste une concurrence très forte. Voilà. Et moi, ce soir-là, il m'arrive une histoire un peu compliquée. Ah oui, c'est énorme. Qu'on peut dire, tant pis maintenant le livre, c'est que en fait, je suis chargé de ce dossier-là et je m'endors dans cette nuit-là. Et c'est grâce à tout mon réseau qui était en place, et ce réseau-là me sauve et remonte toutes les informations à mon rédacteur en chef, qui va signer les papiers à ma place. Et j'ai toujours eu ce syndrome oui, un peu d'imposture, n'ayons pas peur des mots, de dire, c'était pas moi. Donc tout le monde m'a félicité pour ce scoop-là, mais c'était pas moi, même si j'avais mis tout en place parce qu'une information, c'est toujours toute une équipe en place. Hein. C'est des journalistes, des rédacteurs en chef, des secrétaires de rédaction, des correcteurs, tout ça. Et donc j'ai voulu savoir vraiment, minute par minute, ce qui s'était passé cette nuit-là. Et j'ai voulu savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui fait que dans la vie, on choisit un chemin A et le chemin B? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, comme Aimé Jacquet, va choisir le destin pour 6 et 22? 22 qui vont connaître la gloire, la célébrité, et les 6, la malédiction. Vous dites dans le livre que toute la France a été championne du monde, sauf ces 6 joueurs qui justement auraient dû faire partie de ce groupe. Oui, je pense que c'est Sabri Lamouchi qui me dit, la France est championne du monde, tout le monde, sauf nous 6. Et là, c'est rien de pire, parce que c'est la désillusion. En fait, quand vous avez rêvé d'être champion du monde comme eux pendant 15 jours, parce qu'ils ont été enfermés à Clairefontaine avec les autres, hein, il y avait une unité de lieu, une unité d'action, une unité de temps. Donc c'est pour ça que c'est une espèce de tragédie. Mais il en aurait fallu 6 de toute façon. Il y en avait 6 de trop. Il y en avait 6 de trop, et c'était la première télé-réalité vraie. Oui, ça, je me souviens très bien. Et donc il y avait une autre solution, peut-être, que tout le monde a fait après, c'était de dire 22 et 6 qui s'entraînent à part, et on les appelle s'il y a une blessure. Il y a Crémont Domenech qui a essayé de refaire la même chose en 2008, et là, ça s'est encore une nouvelle fois mal terminé, puisqu'ils sont partis en une fuite via ces hélicoptères à la Apocalypse Now. Il y a des drames humains. Je confronte un peu les destins des uns des autres, et je fais le procès à personne. C'est-à-dire qu'Aimé Jacquet, il avait une chose en lui, c'est que c'est un patriote, il aimait la France, et avant tout, il voulait gagner la Coupe du Monde. Donc peu importe les dégâts humains, que toute sa vie, il a travaillé sur la résistance, 39-45, il a une passion énorme pour ces gens qui se sont sacrifiés pour la patrie, et lui dit, peu importe s'il y a le sacrifice de 6 humains, l'essentiel c'est de gagner la Coupe du Monde. Ils l'ont gagné, donc en fait, tout justifie les moyens, quoi. On oublie tout le reste, sauf eux et sauf vous, parce que pourquoi l'écrire maintenant, 20 ans après? D'abord parce que j'ai eu 50 ans cette année, je pense qu'il fallait boucler une boucle. La deuxième, c'est que j'ai 3 enfants et que, en fait, je voulais raconter tout ce changement, ces 20 ans. Ces 20 ans parce qu'en fait, on est passé d'une société où aimer le football n'était pas très sympathique. On était beauf, quoi. On était beauf. Si vous vouliez sortir avec une fiancée, il fallait surtout pas dire vous aimiez le football ou travailler dans des journalistes sportifs. Journaliste sportif, c'était juste derrière chômeur, quoi. Pour eux, c'était terrible. Et donc, aujourd'hui, il y a les faits qui priment sur les faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les effets de manche qui fait qu'on va plus là-dessus que sur les faits actuels. Et moi, je voulais être précis dans tout ce que je voulais faire. J'ai eu cette obsession de trouver les détails, de savoir comment elle était cette chambre et tout ça, parce que je veux raconter la vérité, quoi. La vérité de cette soirée-là, dans toute sa splendeur, mais aussi dans toute sa tristesse. Alors, cette soirée, c'est vendredi 22 mai 1998, donc il est aux alentours de 21h30, 22h. 21h30. 21h30 précis, oui, c'est vraiment plus... Vous êtes très très précis dans oui, parce qu'en fait, Aimé Jacquet, tout était minuté. Ah oui? Tout était minuté et tout. Par exemple, j'ai travaillé énormément pour savoir dans quelle chambre c'était, donc c'était bien la chambre 15. J'ai vraiment voulu trouver qui était dans quelle chambre, avec qui. Et si vous regardez les journaux de l'époque, parce que j'ai fait tous les journaux de l'époque, en fait, tout le monde se trompe.
On ne sait plus qui était avec qui. Donc, j'avais ce souci du détail, quoi. C'est une enquête sur un fait de société qui nous a tous touchés alors qu'on n'était pas vraiment au courant, ou plutôt on l'était, mais ça ne nous a pas tant importé que ça. Vous savez, le documentaire qui est passé sur TF1, et en fait, pas une fois, pendant 2 heures, on ne cite un des 6 noms qui sont partis. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est que je pense que toujours dans l'histoire générale, il y a toujours quelqu'un qui s'est sacrifié. L'histoire officielle, tout le monde la raconte. Mais par exemple, dans l'histoire aujourd'hui, l'histoire officielle de l'équipe de Deschamps, tout le monde vous la raconte. Je peux vous dire qu'on n'en sait pas, allez, on en sait 10%. Ah oui? Pas plus. En regardant le documentaire, j'ai cru qu'ils allaient raconter l'histoire de Karembeu, par exemple. Karembeu a voulu quitter le stage pendant la Coupe du Monde. Il en avait marre d'être remplaçant. En plus, il avait appris au début de stage que son grand-père avait été enfermé dans une cage à l'exposition universelle du début du siècle. C'est pour ça que, par exemple, il s'est coupé les cheveux à la Coupe du Monde et c'est pour ça qu'il ne chantait pas la Marseillaise. C'est tous ces petits détails qui fait que je pensais qu'ils allaient raconter que Karembeu partait. Mais non, dans l'histoire officielle, on ne raconte pas les petites bisbilles. Il y en a eu d'autres. Non, mais là, il y avait un côté plutôt positif. Moi, en tant que journaliste, ce que je pense, c'est que l'histoire telle qu'elle est, il faut la prendre globalement. Là où il y a beaucoup de lumière, il y a toujours beaucoup d'ombre. Forcément. Et par exemple, Franck Leboeuf aussi ne supportait pas d'être remplaçant. Et ça s'est très mal passé lorsqu'il a émis sa joie, lorsqu'il a su qu'il remplaçait Laurent Blanc lors de la finale. Et donc, il a été convoqué par les joueurs. Et l'article où il dit « Je suis très heureux » avait été placardé dans la salle à manger. Voilà, c'est pour ça que je pense que les espaces de la liberté aujourd'hui sont aussi dans les livres. Aussi, aujourd'hui, il y a tous les médias sociaux qui sont créés où on peut sans doute travailler et donner tous les éléments. Et en fait, mais sans opposer les uns les autres. Pour moi, les 22 héros de 98 ont fait quelque chose de magnifique pour la France, quoi. C'était une des rares fois où on a su se réunir tous pour une cause positive. Voilà. Après, malheureusement, il y en a eu d'autres très durs qui ont fait que la France s'est unie. Mais il est rare qu'on se réunisse pour des moments positifs, quoi. Moi, je me souviens, en plus, j'étais sur les champs ce soir-là et j'ai vécu un moment unique parce qu'il n'y avait plus de juifs, il n'y avait plus de noirs, il n'y avait plus d'arabes. Il y avait un peuple uni avec des drapeaux et une marée humaine. Et je me souviens vraiment, c'était. On avait revécu énorme. Ça après pour l'Euro 2000. Il y avait eu l'Euro 2000 2 ans plus tard. Ouais. Même s'il y avait un côté un peu pour l'Euro 2000, il y avait un petit côté dû. Ça veut dire que ça nous paraissait un peu normal. On était les plus forts du monde. C'était même pas une grande victoire. C'était quasiment obligatoire. Et même le pauvre Roger Lemaire, pour le coup, on lui avait dit il a rien fait. Il a repris l'équipe d'Aimé Jacquet, et puis c'est passé tout seul, quoi. Mais il faut goûter ces moments de grâce. On aime ces histoires-là, et je pense que on en a besoin. Et même si la France Black Blamber aujourd'hui est piétinée, moquée par certains hommes politiques, on en a besoin. On a besoin que la France soit tous unis. Surtout après le Bataclan. Surtout après le Bataclan et tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui de violent. Voilà. Même si le sport est souvent qualifié de beauf, au moins le sport nous réunit tous. Et le foot, on dit le sport, mais surtout le foot. Et le foot, voilà. Quand on est dans une tribune, il y a tout le monde. Il y a pas que des génies. Mais on se retrouve tous sous le même drapeau et ça fait du bien. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que dans les livres d'école de mes enfants, il y a cette page-là. Bien sûr. Voilà, elle a apporté quelque chose. Et ça n'avait pas échappé notamment à Jacques Chirac, qui avait cru dès le début que la France pouvait s'unir autour de cette équipe-là, quoi. Numéro 23 d'ailleurs. Non, mais on voit d'ailleurs comment Emmanuel Macron essaye de se placer aujourd'hui. Pas de la même manière, vous avez remarqué. En fait, il leur met un peu plus de pression, on va dire. Oui, mais Chirac était en supporter. Faites ce que vous pouvez, je suis derrière vous et tout. Macron, en fait, il fait passer son message politique. Il faut gagner. En plus, il fait partie de son ADN. Quoi. Chacun, par exemple, chaque homme politique porte sur l'équipe de France son image. Savez-vous, par exemple, que Nicolas Sarkozy, en 2010, avait convoqué à l'Élysée dès janvier Domenech pour avoir la liste des 23. Il voulait leur donner son élit. Bon, ça s'est mal terminé. En janvier, c'était un peu tôt quand même. Oui, mais il l'avait réuni en lui disant, Raymond, dans la vie, il faut suivre son chemin et il faut défendre ses idées avec ses propres hommes. Ça, c'est le rêve de tous les Français d'être un peu sélectionneurs. On est tous un peu sélectionneurs de tous les présidents, c'est sans doute celui qui était le plus sélectionneur. Chirac aimait les footballeurs, mais le plus connaisseur de tous, c'est Nicolas Sarkozy, qui, lorsque vous le rencontrez, adore vous titiller sur le nombre de sélections, le nombre de joueurs du PSG et tout ça. Lui, il a choisi son camp, quoi. Oui, c'est ça. Juste pour revenir sur le livre précisément, les noms que vous citez, ils n'ont pas été sélectionnés, certes. Est-ce que cela, c'est tout simplement aussi
un mélange de moins bonnes compétences que le groupe qui a été sélectionné et ou d'attitudes qui auraient pu nuire à la cohésion et au côté un peu bon enfant qui pouvait régner. Est-ce qu'un Anelka un peu sanguin n'aurait pas pu casser cette cohésion Ça, on le saura jamais. Ce que l'on sait, on le saura jamais si on l'a su oui, l'a mais on su saura après pas avec si, Domenech. on ne savait pas si en 98 il était tout jeune. En fait, Mais il était déjà chaud. Hein. pour chacun des protagonistes, en fait, on sait ce qui s'est passé. En gros, c'est comme dans une société, comme dans n'importe quelle entreprise. Bien sûr. Il faut être bien avec les leaders, il faut être bien avec les journalistes, il faut être bien pour grimper dans la boîte, il faut aller manger avec la bonne personne où il faut. Là, c'est la même chose. Ils seront tous réunis. Pour Anelka, en fait, Aimé Jacquet se disait, j'ai 3 jeunes de moins de 20 ans. David Trezeguet, Thierry Henry et Nicolas Anelka. Sur la forme de l'année, c'était Nicolas Anelka. Après, il a joué quoi? Il a joué la complémentarité Thierry Henry, Trezeguet, qui étaient amis. Mais il faut bien dire les choses. C'est que Thierry Henry est une bonne patte qui accepte toujours la hiérarchie, il écoute des anciens. Mais c'est une qualité essentielle dans un groupe. C'est Et Nicolas essentiel. Ils passent un mois ensemble, c'est essentiel. Et Nicolas Anelka était déjà sans doute un peu plus rebelle. Il avait déjà quitté le PSG. Ah oui. Déjà en taxi, déjà le matin dès l'aube, parce que dans le Parisien, on avait annoncé qu'il partait à Arsenal. Il s'était pas dégonflé. Alors que le soir même, normalement, il devait jouer la finale de la Supercoupe contre la Juventus Turin, perdu 4-1. Mais est-ce que ça ne suffit pas amplement pour ne pas être pris? C'est ces petits détails qui font que vous choisissez plutôt A que plutôt B. Mais pareil pour Rabiot, on voit très bien que c'est pas quelqu'un de facilement gérable. Enfin, il a l'état d'esprit un peu du PSG, quoi. Voilà, au PSG, ça tient bien. Un mois en équipe de France entre Clairefontaine et la Russie. C'est ce qui s'est passé. Le moindre truc, il peut péter un câble. C'est ce qui s'est passé un petit peu. C'était le message fort de la dernière liste de Didier Deschamps. C'est-à-dire, je choisis plutôt Nzonzi que Rabiot. Pourquoi? Nzonzi, d'ailleurs, a le même parcours à peu près que Rabiot. Formé au PSG, mais le mec, il a galéré. Il a joué à Lisieux, il a joué à Beauvais, il a joué à Amiens. Il était confronté au football anglais. Il est parti après se faire ses preuves en Espagne et il joue à un poste qui est de sentinelle, sans dire à la Rabiot, il disait non mais moi je veux pas jouer là, je vais pas jouer de ce côté-là. Donc le message qu'il envoyait en interne comme externe, Didier Deschamps, c'est je veux des gens, je vais dire dociles, malléables. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Je crois qu'aujourd'hui les sélectionneurs n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix parce que gérer 22 stars, maintenant 23, dans un lieu confiné comme ils sont actuellement en Russie, avec 22 épouses au téléphone, 22 agents, 22 frères, avec des réseaux sociaux qui partent à tout moment. Parce que ce livre-là, en fait, j'aurais pas pu l'écrire il y a 20 ans. Vous me posiez la question tout à l'heure. Parce que, à l'époque, si je sors ça, les joueurs, ils auraient tout de suite tweeté. Ils auraient tout de suite été sur leur Facebook. Ils auraient été tout de suite sur Instagram. Et ils ont une puissance médiatique très forte. Benzema, il a 50 millions de suiveurs. C'est une puissance, c'est plus fort que n'importe quel média français. Mais disons que dans le cas de Benzema, le fait de ne pas être pris en équipe de France va pas lui changer forcément sa carrière. Il a pris 3 Ligues des Champions. Bon. Enfin, une Coupe du Monde, ça fait toujours plaisir quand même. Je suis d'accord, mais enfin, disons que voilà, c'est pas. Le Graal, ce que disait Zidane dans le documentaire, c'est qu'il n'y a rien au-dessus de la Coupe du Monde. C'est ça. Vous pouvez gagner une Ligue des Champions, mais il n'y a rien au-dessus. Là, vous êtes au-dessus, au sommet du monde. Et je pense que pour Karim Benzema, quelque part, c'est quand même une sacrée blessure, quoi. Bah, la même que pour Anelka, c'est sûr. Hein. Et Anelka, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, cette malédiction, quand je parlais de maudit, elle s'est poursuivie. En 2002, il est au port de l'équipe de France, il n'ira pas. En 2006, il peut venir jouer dans cette équipe-là qui est vice-champion du monde, il n'y sera pas. Et ça se termine sur le fiasco et la honte mondiale avec le Naïsna, où il part avec la capuche tel Dark Vador, quoi. Mais avec en plus un mensonge, puisqu'il part sur la une de l'équipe qui dit qu'il a insulté Raymond Domenech. Il aurait juste tutoyé le sélectionneur. Qui est des propos injurieux, personne ne les nie. Maintenant, c'est que Nicolas Anelka et Raymond Domenech contestent ceux qui étaient mis à la une de l'équipe. Ce qui est dommage là-dessus, c'est que si vous discutez avec tous les joueurs de l'équipe de France, les cadres, c'est que Nicolas Anelka avait un potentiel fabuleux, au-dessus de celui de Thierry Henry. Est-ce qu'il ne s'est pas gâché tout seul, en fait? Si je dois vous répondre... S'il vous plaît, répondez-nous. Je dois vous répondre, non mais je le dis dans ce livre-là, il restera un mystère. Oui, je n'ai jamais réussi à le percer. J'ai toujours eu l'impression que, le connaissant depuis des 15-16 ans, voilà, il a une force en lui que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas. Il est ultra mal entouré, tout. Il a une confiance en lui. Mais vous savez que ses frères voulaient, par exemple, qu'il reste à Arsenal, ne pas le Real Madrid. Souvent, il n'écoutait pas ses frères. Ah, moi, j'ai pensé l'inverse, vous voyez. Moi, j'ai pensé que c'était l'inverse. Ah, non, jamais ses frères disaient, mais Arsenal, on est bien. Quand il est bien à Liverpool, ils veulent rester à Liverpool aussi.
C'est Nicolas Anelka qui a cette force. Il dit souvent, c'est écrit. Alors, peut-être que pour arriver à tel niveau, il faut avoir un ego surdimensionné. Parce que c'est tellement dur, la sélection au quotidien et tout. Donc, évidemment, ça a une face sombre. Voilà, de la même manière, quand je regarde Rabiot, vous avez envie de lui dire, mais tais-toi mon garçon, ça arrive à tout le monde. Chaque auditeur aujourd'hui a vécu ça une fois dans sa vie, d'avoir dans son boulot une espèce d'injustice qui se crée. On dit, tais-toi, ça ne te sert à rien, ça fait mal, va courir, ce que faisait Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi n'a pas regardé un seul match en 98, et à chaque fois qu'il y avait un match, il partait dans la forêt pour même pas entendre le son. Disons que la réaction face à une telle, on va dire, catastrophe, ou face à une telle chose, c'est la réaction qui fait de vous un homme. Oui, mais ou pas. Après, c'est compliqué. Hein. Sabri Lamouchi fait une dépression de 3 ans. Pierre Lègle, par exemple, s'est retiré totalement dans un petit village autour de Lyon. Il vend des appartements. Il est sans doute très heureux loin de toutes ces sociétés du spectacle. Il ne parle pas. Il ne parle plus parce que c'est trop difficile. Martin Djetou a tout perdu, de blessures en nageant vers eux. Il n'a fait que les mauvais choix. Parce qu'en fait, vous perdez une chose qui est essentielle en soi, c'est la confiance. Tous les sportifs de haut niveau sont très, très fragiles. Ils fonctionnent qu'à ça. Les 22 champions du monde, Youri Djorkaeff, avec très peu de moyens physiques, s'il n'avait pas eu cet ego surdimensionné, il n'aurait pas eu cette carrière. Il faisait partie aussi on va dire, de l'entourage de Zidane, parce que... Mais il avait la carte. Il avait la wild card. Mais il faut avoir la carte, c'est... Mais c'est obligatoire. Enfin, c'est pas Dugarry, Vincent Candela, c'est les potes de pareil, Zidane. Voilà. Dugarry, il était conspué partout. Bon, c'est vrai que quand il marque le premier but, il a sa place. Oui, mais c'est un petit peu comme les chanteurs des Enfoirés. Vous ne rentrez dans les Enfoirés que si vous connaissez les producteurs, si vous connaissez les chansons. Un groupe qui part en Russie, il a besoin d'avoir 11 titulaires, 5 remplaçants valables et 5 bons camarades. Et ça, il faut savoir, il faut que chacun respecte le statut des uns et des autres. Mais attention, il y a une chose qui est importante, c'est qu'au départ, il faut quand même avoir le talent. Il n'y a pas d'imposteur. À un moment donné, après, qu'est-ce qui fait que entre le 17e et le 23e, vous choisissez l'un plutôt que l'autre? Ce qu'il y a à faire, c'est qu'il y en a un qui est plutôt sympa. Lionel Letizy lisait des livres, il était plutôt ombrageux et tout. Charbonnier... Il joue au Scrabble. Ouais, vous dites dans le livre, il joue au Scrabble, il s'est même blessé en jouant au Scrabble. Qui est d'ailleurs symptomatique, hein, jouer au Scrabble pour un footballeur, alors que c'est quelqu'un de très lettré. Mais au moment où vous avez besoin d'un troisième gars, parce que tout à l'heure on parlait des conflits, il y avait un conflit énorme entre Barthez et Lama. Lama n'a jamais supporté. Et le meilleur gardien de but de l'Euro 96 ne supportait pas que Barthez soit là et qu'il soit moins travailleur que lui. Mais Barthez, il avait le talent. C'est ça. Le talent inné, la grâce qui fait que au-dessus du truc. Et puis il est à Marseille. Enfin, je suis désolé, en tant que supporter de Marseille, ça m'a fait plaisir quand même qu'il soit. Mais ça aussi, mais cette histoire-là, il faut remonter aussi, qui est importante. Qu'est-ce qui fait que on a 98? On a le 98 parce qu'on a le fiasco de 93 aussi. Et en 93, Ginola, avec Ginola, c'est ça. Ginola, Cantona et Papin sont écartés. La force des Méjaquets. Voilà, éliminé par Israël. Et par Bulgarie. Kostadinov, oh que je n'aime pas ça. Je me souviens de cette phrase de Jean-Michel Larquet, oh que je n'aime pas ça, qu'il répète, jusqu'au but, c'est juste horrible. Oui, mais c'est avant. C'est une belle génération qui aurait peut-être pu aller au bout aussi. Oui, mais avant le match contre Israël, il y a déjà des chansons, l'Amérique de Jodassin, et tout le monde pense qu'on va pas gagner parce que à l'aller, le match a été facile en Israël. C'est une des dernières victoires d'Israël en phase de poule de la Coupe du Monde, je crois. En phase tout court, je pense que c'est la dernière victoire. Non, il y a eu des victoires, mais bon, là. Et à l'extérieur. Et c'est vraiment une victoire dont Israël se souvient encore. Jouait-il à l'extérieur ce jour-là? Je vais au Parc des Princes ce jour-là, je pense pas qu'il jouait à l'extérieur. Il y avait plus de passionnés, de supporters ce jour-là qui chantaient. Je suis d'accord avec vous. Donc, la nuit des maudits, encore une fois, donc vendredi 22 mai. Donc, coup de tonnerre, Lionel Letizy, Martin Djetou, Nicolas Anelka, Sabri Lamouchi, puis Ibrahim Ba qui se pose énormément de questions. Même, il se demande si il n'a pas justement mal parlé à Marcel Desailly. C'est ce qui aurait fait qu'il aurait été mis. Ils étaient ensemble au club, non? Il jouait à Milan. Il jouait à Milan. Oui, il jouait à Milan. Mais Marcel Desailly fait partie de la caste des nobles de Milan. Et un jour, il y a un match où ça se passe mal, où Marcel Desailly s'embrouille avec un adversaire, et Ibrahim Ba pousse Marcel, lui dit retourne dans ton camp. Alors Marcel a pris ça comme une injure. Qu'un petit jeune lui dise ça à lui, le cadre du Milan AC, donc s'est mis à l'injurier. Dans les vestiaires, il a continué, et le lendemain encore, il a continué. Et c'est là où Ibrahim Ba dit maintenant ça suffit. Et ils ont été séparés physiquement par un président de la République, Georges Weah. Ces petites phrases-là font que vous avez des difficultés
à rester dans un groupe parce que ça montre que vous n'êtes pas forcément docile vis-à-vis d'un des cadres majeurs de groupe. Mais il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un deuxième désavantage pour Ibrahim Ba, c'est qu'Ibrahim Ba, à l'époque, c'est le Kylian Mbappé d'aujourd'hui. Il a les cheveux jaunes, il est marrant, et c'est la génération BRP, ce qu'on appelle la génération banlieue, rap, PlayStation. Il était frais, il était nouveau. Dans les rues de Paris, en France, partout, il y avait des 4x3 de la pub Sneakers. Ils étaient la figure emblématique de Nike. Donc lui, en plus, il fait un match exceptionnel au Portugal avant. Lui, il n'est pas persuadé d'être dans les 23. Il est persuadé d'être dans les 11. Il joue au Milan AC. Et lui, il voit un autre qui passe devant, Bernard Diomède, qui joue à Auxerre. Ouais. Donc il tombe, lui, vraiment de l'armoire. Et c'est d'autant plus difficile. Il y a 2 joueurs comme ça qui tombent de l'armoire. Lui et Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi, titulaire en demi-finale de l'Euro 96, à la place de Deschamps, qui était ce jour-là suspendu, et que par exemple France Football voit dans le 11 titulaire. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'ait pas été sélectionné ? Caractère fort, et jouer au poste de Didier Deschamps. Donc au moment de choisir, est-ce que lui aura accepté ? D'ailleurs, c'est le seul qui s'exprime. Exactement. Le soir à 21h30, quand tout le monde voit, lorsque Aimé Jacquet dit vous allez partir les 6, parce que les 6, il faut savoir que c'était violent. Raymond Domenech, par exemple, a appris dans le livre, me disait, il a réuni les 6 dans la même pièce, chambre 15. C'est pas, il n'aura pas dit individuellement. Lui, il a retenu ça après en 2008. Avec 6 chaises. Avec 6 chaises vides. Donc quand ils arrivent, ils savent qu'ils vont être exécutés. C'est la chaise du condamné qu'ils voient devant eux. Et même vous dites que Aimé Jacquet ne sait pas trop quoi leur dire. C'est-à-dire qu'il leur dit au revoir, mais sans leur donner vraiment d'explication. Parce que, en fait, tous me disent une chose, c'est qu'ils ont tous attendu des mots. Et les mots ne sont jamais venus. Et aujourd'hui, Sabri Lamouchi attend 20 ans pour me dire qu'il n'y avait pas de mots. Parce que lorsque vous avez rêvé d'être champion du monde, de jouer une Coupe du Monde en France, et que ça se termine de telle manière, finalement, il n'y a pas de mots. Et Aimé Jacquet est un homme du peuple, qui n'a pas fait beaucoup d'études, qui est un laborieux pour écrire ces 10 lignes de causerie, c'est très difficile. C'est un homme simple, c'est un homme de peu de mots. Il est bien simplement en survêtement sur une pelouse. Il aime pas les conférences de presse, il aime pas ça. Il se retrouvait là, que dire ? Alors qu'il trouve les mots auparavant pour aller dire à Cantona, je te prends à condition que tu acceptes de jouer avant-centre. En 96. En 96. Et il sait que Cantona le fera pas. Mais il a le courage physique d'aller l'affronter. De dire, voilà. Et Cantona dit, non, moi je veux jouer plutôt numéro 10. Et il sait très bien. Et je pense que c'est la décision fondamentale d'Aimé Jacquet. Laisser émerger Zinedine Zidane. Parce que Zidane n'aurait jamais émergé avec Cantona. Il faut savoir que, par exemple, l'autre, Cantona était aussi marseillais. Zidane jouait avec le col remonté en hommage à son idole qui était Cantona. Donc il n'aurait jamais pris la roue. Le lead, ouais. Après cet entretien avec Aimé Jacquet qui lui demande plusieurs fois est-ce qu'on peut partir tout de suite ? Il faut savoir que les joueurs ont tous la même image quand je leur parle de ça. En fait, ils me disent c'est un coup de poing dans la figure par Marvin Hagler. C'est-à-dire qu'on est KO debout, c'est les oreilles qui sifflent, les yeux qui piquent, les jambes flageolantes. Mais est-ce que ce coup de poing n'est pas plus fort a posteriori parce que la France a gagné la Coupe du Monde ? Oui, a priori, le KO a duré des mois et voire des années pour certains et d'autres, c'est pas terminé. Mais ce jour-là, sur cette chaise-là où ils sont appelés, il faut savoir que 2 heures auparavant, ils jouent, ils sont encore persuadés qu'ils vont dans la Coupe du Monde. Et là, donc, ils écoutent les discussions d'Aimé Jacquet qui a du mal à trouver les verbes, qui a du mal à trouver les adjectifs. Et en fait, il y a un moment donné où Sabri Lamouchi dit ça monte, il faut que je lui dise on a compris, mais est-ce qu'on peut partir maintenant ? Et là, Aimé Jacquet, il est surpris parce qu'il était persuadé qu'il resterait. Il resterait jusqu'au lendemain au petit déjeuner pour prendre et que tout le monde partirait dans la joie. Dans la joie. Et après, pour avoir discuté un peu avec lui, parce que j'ai eu la chance à Canal+ de le côtoyer, parce qu'il était consultant, il regrette que humainement ça soit passé comme ça, mais il ne regrette pas la manière, parce qu'il me dit que je n'avais pas d'autre choix. S'il y avait des joueurs qui étaient blessés, des joueurs qui arrivaient tard, il faut savoir que Zidane, Deschamps et Karambeu n'étaient toujours pas arrivés. Ils arrivent le lendemain. Le lendemain, dimanche, effectivement. Parce qu'en fait, ils viennent de jouer la Ligue des Champions, donc imaginez qu'il y ait une blessure ou quoi que ce soit, ils avaient besoin d'avoir les gens là, et aller rechercher quelqu'un qui pendant 15 jours est aux Bahamas pour dire reviens jouer avec nous, c'était injouable, quoi. Donc ça a été compliqué, ça a été tellement compliqué que pour Letizy, il a fallu quand même qu'un membre du GIGN le raccompagne jusque chez lui, à sa porte, à Metz, ne se souvenant même plus le code de la sécurité, ne saurait plus où il habitait. Il faut savoir que Pierre Lègle est reparti seul en taxi dans le nord de la France. Dernière chose,
Est-ce que ça a été décidé donc à Clairefontaine en voyant donc Desailly, Blanc et Deschamps, ou est-ce que justement il avait déjà sa liste des 22 bien avant et les autres étaient vraiment là pour au cas où? J'ai cru comprendre en fait que Aimé Jacquet ne disait jamais aux joueurs qui seraient sélectionnés, mais qu'en fait il posait des questions à Desailly, Deschamps et Blanc en disant « Et lui, tu penses que ce que tu en penses ?» Et lui, il voyait. Et en fait, son équipe, elle est faite un peu dans cet état d'esprit-là, en sachant, par exemple, lorsqu'il convoque Dugarry, parce qu'il sait que Dugarry est au fond du trou, tous les jours les Guignols de l'info se moquent de lui, il lui dit « Je compte sur toi, je tire pour lui ». Mais quand il sort de la chambre, il lui dit pas « Je te garde ». Mais en fait, sa liste, il avait dans la tête. Moi, je crois quand même qu'il n'avait pas autant que ça. Parce que dans la liste des 23, on sait aujourd'hui que, par exemple, Emmanuel Petit n'était pas dans la liste des 28 au départ. Au départ, ça s'est joué à rien, il est rentré, il est sorti. On sait que Thierry Henry, normalement, ne devait pas y être. S'il n'y a pas un subterfuge de Raymond Domenech, il n'y est pas. Donc ça, Aimé Jacquet reste flou là-dessus. Je ne crois pas qu'il ait fait cette liste-là sans l'assentiment de ses cadres. Les cadres savaient toujours un petit peu plus. D'ailleurs, Marcel Desailly le dit très, très clairement. Hein. La Nuit des Maudits, c'est chez Fayard, l'histoire secrète de l'équipe de France 1998 par Karim Nedjari. Merci beaucoup. À très vite. Merci en tout cas d'avoir bien lu le livre. Ah, mais je l'ai lu. Au revoir. Avant l'info avec Arnaud sur Radio Shalom.